So today you're joined by alumni, parents, current and former faculty, and teaching faculty from our member schools. We are thrilled to be able to showcase our dedicated and brilliant faculty in this forum. And we hope that this will give you an inside view of why they are such a continued source of inspiration and guidance for our students. So today I'm pleased to introduce Pascal Monteville, who joined the faculty at SYA France in 1986. He received his bachelor's degree from the University of Rennes, and as part of his near 35 years of teaching at SYA, he has served as the coordinator of special programs in Rennes, director of our summer program there, and he's also taught at Phillips Academy, SYA's founding school, and the Thatcher School in California. And for a year, he also taught at our campus in Vietnam. And for those of you who don't know, his daughter Zelda is an alum of the class of China 2017. So Pascal, take it away. Bonjour tout le monde. Alors je suis à la fois impressionné parce qu'il y a beaucoup de monde et d'autres apparemment qui vont nous rejoindre, et aussi très ému parce que c'est vrai que c'est très particulier. On pourrait dire que c'est l'un des effets positifs du confinement et de la crise, c'est que ça nous permet de nous retrouver, de nous revoir, et pour certains d'entre vous, ça fait quand même un certain temps. Alors, étant donné que nous sommes sur Zoom, que nous sommes en direct, il peut y avoir des petits soucis techniques, mais on espère que ça va fonctionner. Alors, la première chose que je vais faire, c'est vous montrer une image, si ça marche. Alors, vous me faites ça simplement si vous voyez cette image. Parfait, super. Donc apparemment, ça marche. Alors, je commence avec ça parce que, en fait, tout à l'heure, Suzanne m'a posé une question grammaticale et m'a dit pourquoi on dit le un et pas l'un. Tout simplement parce que le un, c'est le titre de ce journal. C'est un journal qui a été créé il y a 3 ans, je crois, à peu près, et c'est un vrai succès éditorial. Moi, c'est un journal que j'aime beaucoup. C'est un hebdomadaire, donc un numéro chaque semaine, et chaque semaine, il y a seulement un sujet. Mais le sujet est discuté par des journalistes, bien sûr, mais aussi des poètes, des artistes, même parfois des techniciens, on va les appeler comme ça. En fait, c'est une façon de regarder l'actualité d'une autre façon. Et le 1, en ce moment, fait un travail remarquable sur la crise que nous connaissons et que nous traversons, et en particulier avec ce numéro donc, qui a pour titre « Et maintenant, on change quoi ?» Alors, première chose que je voudrais dire, alors vous allez me dire que j'ai déjà dit quelque chose, mais alors la deuxième, c'est que si vous attendez des réponses, ou si vous êtes venu chercher des réponses, il vaut mieux quitter la causerie tout de suite. Hein. Je serai déjà très content si vous avez des questions après. Je voudrais aussi rappeler que tout est une question de perspective. Hein. C'est quelque chose que je dis souvent dans mes cours, et qu'ici, je vais surtout m'attacher à une perspective du point de vue de la France. Alors, première chose, pourquoi ce titre? Alors, d'une part, il y a deux références. Hein. Il y a Lost Horizon, les horizons perdus en français, qui est un roman de James Hilton qui est paru en 1933 aux États-Unis et qui raconte l'histoire d'un petit groupe de passagers d'un avion qui est détourné au départ de l'Afghanistan. Et cet avion, avec les passagers, se retrouve dans une vallée perdue de l'Himalaya. Alors ce petit groupe se rend compte assez rapidement qu'il ne peut pas quitter cette vallée,
et c'est un roman qui a popularisé le mythe de Shangri-La. Alors, je reviendrai sur cette référence. Je veux être sûr que je ne vous ai pas perdu. Si vous êtes toujours là, vous me faites ça. Et si vous voyez uniquement mon visage, vous faites ça. Ou, très bien. Donc, ça veut dire que vous ne voyez pas l'autre image. Non. Très bien. Merci Santo, je vois que tu suis avec beaucoup d'attention. Alors, la deuxième référence, c'est, enfin, avant d'aborder la deuxième référence, en fait, j'ai relu ce roman, je parle des Horizons perdus, j'ai relu ce roman dernièrement, et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vraiment compris quand je l'ai lu il y a 40 ans, quand j'étais encore étudiant, c'est-à-dire quand j'étais jeune et ignorant. Et en fait, c'est un roman qui pose des questions essentielles, totalement en correspondance avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec cette crise sanitaire. Les personnages des Horizons perdus sont confinés dans cette vallée et ils réagissent différemment à la situation. Ils sont confrontés à eux-mêmes, à leurs peurs, à leurs désirs, et chacun se demande ce qui lui manque vraiment du monde qu'il a quitté. Station 11, d'un autre côté, est un roman post-apocalyptique, on peut l'appeler comme ça, d'Emily St. John Mandel, qui est paru en 2014. Et le roman, lui, se situe dans un avenir proche et il raconte l'histoire des survivants à la grippe géorgienne qui a éliminé 99% de la population de la Terre. Alors, la plupart des survivants se sont établis dans des motels, des aéroports, des relais routiers et ils se sont organisés en mini-sociétés. Le récit s'intéresse principalement, mais pas seulement, à l'histoire d'une troupe itinérante de théâtre qui va d'un endroit à l'autre pour jouer Shakespeare. Alors là aussi, je reviendrai sur cette référence. Mais là encore, c'est un roman qui pour moi est en phase avec l'actualité. L'humanité, ici, donc dans Station 11, a quasiment disparu. Et les grandes questions sont comment s'organisent les survivants et qu'est-ce qui est important à leurs yeux. Alors la réponse, pour certains, c'est clairement l'art. Et la devise de la troupe qui joue Shakespeare est « parce que survivre ne suffit pas ». Ce qui rappelle pour moi la citation attribuée à Churchill à propos de la culture, quand quelqu'un lui avait demandé de couper dans le budget des arts pour aider à l'effort de guerre. Il aurait répondu « alors, pourquoi nous battons-nous » Et même si cette citation est probablement inventée de toutes pièces, elle pose une question cruciale à l'heure de la crise actuelle. Alors, à quoi ressemblera le monde après le coronavirus? J'ai envie de dire, méfions-nous des prédictions. Alors déjà, je ne suis pas futurologue et je ne lis pas dans une boule de cristal. C'est d'ailleurs amusant de voir que beaucoup de gens ont utilisé cette expression en France depuis le début de la crise sanitaire. On a aussi beaucoup fait référence à Madame Soleil, qui était l'astrologue en vogue dans les années 60 et 70 et 80. Alors, je voudrais vous montrer une image. Il faut que je retourne maintenant. Est-ce que vous pouvez voir cette image? Alors, vous voyez en fait l'ancienne. Vous voyez l'ancienne image. Est-ce que vous voyez la nouvelle? Si vous la voyez, vous faites ça. Très bien. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une case qui est extraite d'une bande dessinée qui a été publiée en 1935 et le dessinateur, c'est Alain de Saint-Augan, complètement disparu aujourd'hui. Mais ce que je trouve amusant, c'est que voilà comment il montre la gare de Paris-Nord dans le futur au XXIe siècle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je remarque quand même quelques différences
par rapport à ce qui existe aujourd'hui, hein. Évidemment, en particulier dans la façon dont les gens sont habillés, puisque Alain de Saint-Augan, tout simplement, il a regardé ce qu'il avait autour de lui et puis il a imaginé une ville et des véhicules tels qu'ils pouvaient pour lui apparaître. Alors, ça veut dire quoi? C'est simple en fait. Ça veut dire que tout simplement, c'est compliqué d'imaginer la suite. Alors, moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est que tout le monde, ou presque, s'est improvisé expert. Alors, il y a par exemple ceux qui savent ce qu'il aurait fallu faire quand l'épidémie s'est déclenchée et ceux qui savent ce que cette crise va engendrer. Or, l'humilité consisterait justement à ne pas avoir de certitude et à surtout envisager la situation avec un œil neuf, ce qui est précisément l'objet de notre discussion. J'aurais tendance à me ranger du côté d'Albert Einstein, quand il dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a généré. En d'autres termes, nous devons réfléchir différemment, out of the box, ce qui est déjà un défi en soi. Quand on demande à quelqu'un spontanément de dire comment il voit les extraterrestres, la réponse est pratiquement toujours celle d'une forme de vie que l'on connaît déjà. Parce qu'il est quasiment impossible d'imaginer ce que l'on ne connaît pas. Et c'est la même chose pour le monde d'après. On veut absolument le construire, ou le reconstruire, ou le déconstruire avec les outils d'avant, alors qu'il faudrait en fait changer d'outils, sinon en inventer de nouveaux. Et maintenant, je voudrais vous montrer une troisième image. C'est bien les images parce que ça me permet de reprendre ma respiration aussi. Voilà, alors je pense que vous la voyez, en fait, c'est le bandeau d'une bande dessinée, encore une bande dessinée qui a été publiée en 1970 par le dessinateur s'appelle GB, lui aussi a un peu disparu, mais c'est quelqu'un qui après a fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Et ça, vous connaissez Charlie Hebdo, mais là c'était pour Charlie Mensuel, qui était une revue entièrement dédiée à la bande dessinée et totalement inspirée, je dirais même totalement plagié, pillé sur le modèle de Linus en Italie. Et je suis sûr que Santo sait exactement de quoi je veux parler. Donc, l'idée, on était en 1970, voilà, la révolution culturelle, la révolution politique, la révolution sexuelle, etc., etc. Et GB publie cette bande dessinée dans laquelle il dit on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Et il y a eu un film après de Doyon, dont j'ai oublié le prénom maintenant, le cinéaste Jacques Doyon, pardon, et qui correspondait là aussi complètement à l'époque, c'est-à-dire, voilà, nous sommes à un carrefour, à un moment important de notre vie, de la vie de nos sociétés. Il faut y réfléchir. Bon, alors, on reviendra sans doute là-dessus tout à l'heure. Alors, par rapport à revenir donc au monde d'après, dire que le monde d'après sera sobre, raisonné et écologiquement responsable est aussi utopique ou discutable que de penser que le nouveau monde sera le même en un peu pire, comme l'a déclaré récemment le romancier Michel Houellebecq. Plus important pour moi est de se poser la question de ce qui nous a réellement manqué et de ce que nous avons appris pendant ce moment si particulier. Ce qui nous ramène aux deux romans que j'ai cités en exergue. Alors, dans Les Horizons perdus, le personnage principal, Conway, se rend compte que la civilisation telle qu'il la connaissait ne lui manque pas. Même chose pour ses compagnons d'infortune qui se disent que
finalement, ils sont heureux à Shangri-La, chacun à leur manière, et que cette vie simple, sobre, centrée sur l'essentiel, leur convient très bien. Et c'est un peu ce que beaucoup de Français ont découvert à l'occasion de cette crise. D'un seul coup, il n'était plus possible de sortir de chez soi, ou alors pour un temps très limité, et pour des raisons très précises. Et en conséquence, pour la première fois, des familles ont passé du temps ensemble, vraiment. On cuisinait, on jouait à des jeux de société, on fait 1000 choses qu'elles ne faisaient pas. En tout cas, pas habituellement. D'autres personnes ont redécouvert les plaisirs de la lecture, en ont profité pour voir des films et des séries, et d'autres personnes encore se sont mises à écrire ou ont tout simplement pris du temps pour ne rien faire et pour réfléchir à leur vie. En fait, en France, beaucoup de gens ont dit, quand le déconfinement est arrivé, le 11 mai dernier, qu'ils ressentaient une sorte de nostalgie à l'égard de cette parenthèse un peu enchantée, en dehors du monde, justement. Alors, attention, je ne parle pas de tous ceux qui ont très mal vécu le confinement et la pandémie, ni de tous ceux qui ont travaillé encore plus pendant ces périodes. C'est une autre question qui est au moins aussi importante, mais qu'il faudrait traiter à part. De la même façon, la crise a permis à beaucoup de gens de découvrir qu'il n'était pas nécessaire d'aller au supermarché pour se nourrir. Les producteurs locaux ont gagné beaucoup de clients, et notamment grâce aux AMAP, et les circuits courts se sont développés. Est-ce que ce sont des habitudes qui vont se maintenir? Peut-être, à condition que les consommateurs restent fidèles et continuent de privilégier la qualité et la proximité au détriment du prix et de la facilité. À condition aussi que le gouvernement et tous les décideurs politiques accompagnent le mouvement et arrêtent de soutenir massivement l'agro-industrie. Et ça demande beaucoup de courage politique et un raisonnement sur le long terme. Et maintenant, on va voir une autre image, parce que je sais que vous aimez les images. Alors, voilà, Astérix au pays des startups. Alors, bien sûr, vous ne connaissez pas cet album d'Astérix, qui n'existe pas, mais peut-être qu'il va sortir bientôt. Peut-être même que c'est vous qui allez l'écrire et le scénariser. Alors, pourquoi Astérix au pays des startups? Eh bien parce que la crise pose la question de l'attitude du gouvernement depuis le début de cette crise et comment les Français ont réagi aux annonces et aux décisions qui ont été prises. Alors, si l'on regarde les cotes de popularité, le Premier ministre, Édouard Philippe, a l'air de mieux s'en sortir que le président de la République, Emmanuel Macron. 60% d'opinion positive pour le Premier ministre, mais moins de 50% d'opinion favorable pour le second. Au passage, ça fait mentir l'adage qui veut qu'en France, quand les choses vont bien, c'est grâce au président, et que quand elles vont mal, c'est à cause du Premier ministre. Alors, je pense qu'Édouard Philippe doit être content. D'ailleurs, il y a une petite tension entre eux. Or, il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron s'est présenté en 2017 comme le président d'un nouveau monde, celui de la Startup Nation, d'où ma référence ici à Astérix. Son programme était radical, dans le sens où il voulait rompre avec la France d'avant et mettre en place des réformes que ses prédécesseurs n'avaient pas faites. Alors, 3 ans plus tard, Emmanuel Macron est confronté à une majorité de Français qui sont en désaccord avec lui sur sa politique, d'une part, et qui considèrent qu'il n'a pas bien géré la crise, d'autre part. Malgré ses interventions, malgré ses discours officiels et solennels, ou plutôt à cause de ses interventions et de ses discours. J'ai beaucoup entendu, par exemple, ces derniers temps, les gens parlaient d'infantilisation. Et donc, il y a une sorte de défiance à l'égard d'Emmanuel Macron et du gouvernement en général. Et il n'y a pas eu d'union sacrée derrière le chef, comme on a pu le voir dans certains pays.
Et il y a de nombreux Français qui estiment qu'il a accentué la fracture sociale et économique dans le pays. Alors, il y a une expression qui a d'ailleurs beaucoup été utilisée pendant le confinement, c'est celle de premier de corvée. Et ça, c'est une réponse ironique et cinglante au premier de cordée, vanté par Emmanuel Macron. Alors, la corvée, hein, vous savez, c'est la référence au Moyen-Âge, aux serfs qui devaient travailler pour les seigneurs, mais qui n'étaient pas payés en retour. Et puis, le premier de cordée, c'est celui qui ouvre la voie dans la montagne. Et Emmanuel Macron donc avait dit qu'il fallait, d'abord soutenir les premiers de cordée. Et les premiers de corvée, ici, dans l'expression qui est née pendant cette crise, ou qui a été développée en tout cas pendant la crise, ce sont les infirmières, les aides-soignantes, les routiers, les magasiniers, etc. Tous les gens, tous ceux et celles qui ont continué à travailler pendant la crise, malgré les risques et les conditions difficiles. Et la plupart des Français aujourd'hui voudraient que le gouvernement reconnaisse ces personnes et augmente leur salaire. Et Emmanuel Macron lui-même a dit que la santé n'avait pas de prix. Donc tout le monde attend qu'il y ait des actes concrets dans ce domaine comme dans d'autres. Or, sa ministre du Travail, la ministre du gouvernement Édouard Philippe, Muriel Pénicaud, a été très critiquée pour son obsession, on peut le dire comme ça, à vouloir faire repartir l'économie aux dépens de la santé. On l'a vu dans d'autres pays, là aussi. Et les prochains mois vont être très difficiles à gérer pour le gouvernement, d'autant que la crise du coronavirus n'a pas fait oublier la réforme du système des retraites qui a pour l'instant été seulement reportée. C'est une réforme qui devait être votée avant cette catastrophe sanitaire, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, elle n'a pas été votée. Et les Gilets jaunes ont d'ailleurs recommencé à manifester en insistant sur l'idée que la France d'en bas, par rapport à l'élite, avait été la première victime, la principale victime de cette crise. Et c'est vrai que les chiffres montrent que les personnes les moins qualifiées et les plus mal payées sont celles qui ont aussi le plus travaillé pendant cette période. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une remise en cause du système ? Il y a une vidéo qui a beaucoup circulé ces derniers temps, c'est celle de l'acteur Vincent Lindon, qui a interpellé directement Emmanuel Macron et qui parle de dérive monarchique. Mais il interpelle le gouvernement aussi en l'accusant de mensonges et d'incompétence, ce sont quand même des mots très très forts. Et Vincent Lindon, c'est un acteur qui est très connu, que beaucoup de Français aiment et suivent. Donc sa parole est assez écoutée. Et dans cette vidéo, publiée donc par Mediapart, Vincent Lindon propose une taxe Jean Valjean, du nom du personnage des Misérables de Victor Hugo. Et cette taxe servirait à financer les futures réformes. C'est-à-dire tout ce qu'il faudrait faire donc, pour changer vraiment la société. Et cette taxe serait applicable aux plus hauts revenus. Alors, quand on dit plus hauts revenus, ici, c'est plus de 10 millions d'euros. Donc moi, par exemple, je ne serais pas concerné. Alors, curieusement, cette proposition n'a pas été beaucoup reprise par l'opposition, ni à droite, ni à gauche. Et moi, je pense que c'est sans doute parce que Vincent Lindon attaque aussi la corruption en politique et qui ne se limite pas au parti du président. Il met un petit peu tout le monde dans le même panier, on va dire, en disant que certes, il y a la politique du gouvernement Macron, mais avant, il y a eu la politique du gouvernement Hollande et avant encore la politique du gouvernement Sarkozy. Alors, un autre fait important, c'est la remise en cause de la centralisation à la française. On a beaucoup critiqué la façon très jacobine dont le gouvernement a décidé un confinement strict dans toutes les régions, alors que la situation était très différente finalement d'un endroit à l'autre. Mais là encore, c'est un réflexe égalitaire en France. On a voulu que tout le monde soit traité de la même façon, sans distinction, sans privilège. Et donc, toutes les règles de confinement ont été appliquées de la même façon partout, à Paris, où il y a 20 000 habitants par mètre carré, au kilomètre carré, pas au mètre carré, ça ferait beaucoup quand même. Il y a du monde à Paris, mais pas tant que ça. Donc,
20 000 habitants au kilomètre carré, alors qu'en Lozère, il n'y en a que 14. Donc, ils ont un petit peu plus d'espace. Et même chose pour le Val-de-Marne, où il y a eu plus de 1000 morts à l'hôpital public, par rapport à l'Ariège, où il n'y a eu qu'un seul mort. Alors, même si globalement les règles ont été respectées et si les Français ont été disciplinés, ce qui a un peu surpris, j'avoue que j'ai été surpris moi-même, parce que dans le même temps, des pays anglo-saxons comme les États-Unis et le Royaume-Uni se sont montrés plus récalcitrants. Donc, c'était intéressant de voir que les pays latins, comme l'Espagne, l'Italie et la France, qui sont considérés comme des pays qui ne respectent jamais rien, où on est totalement indiscipliné, ben, finalement, on a un peu montré l'exemple. Alors, on peut ne être ou pas d'accord avec des mesures de confinement, mais c'était intéressant de regarder ça. Alors, quand même, les mesures donc, ont été contestées au niveau local. On le voit encore en Bretagne, hein, que vous connaissez, aujourd'hui, alors que le déconfinement a commencé. Il y a des maires qui ont demandé la réouverture des plages, ce qui n'était pas une priorité pour le gouvernement. Et à Paris, Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, a demandé la réouverture des parcs et des jardins, ce qui est complètement refusé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors que, bon, vous connaissez Paris, pour la plupart d'entre vous, si on ne peut pas aller dans les parcs et jardins, si les bars sont ouverts, sont fermés, enfin si tout est fermé, c'est pas très agréable. Donc, il y a clairement une volonté de la part des élus locaux de s'affranchir de la tutelle de l'État et du gouvernement pour pouvoir prendre des décisions au plus près de ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires. C'est un mot qui est très, très à la mode. Aujourd'hui, tout le monde parle des territoires. Alors, les territoires, ça veut dire tout simplement les communes, la commune de Rennes ou une communauté de communes, un ensemble de communes, mais aussi les départements, les régions. Donc, en fait, aller vers plus de décentralisation. Alors, une autre image. Alors, j'espère que vous la voyez. Hein, c'est une image donc, qui vous montre la confiance dans l'Union européenne. Et si vous la voyez, vous me faites juste ça. Voilà, parfait, très bien. Alors, c'est une carte qui date de l'automne 2019, donc c'est relativement récent. Bien sûr, c'est avant la crise que nous connaissons, donc j'imagine que les chiffres seraient encore pires, parce que la réalité, c'est qu'à une autre échelle, on peut voir aussi que la crise a ébranlé un peu plus les convictions des Français à l'égard de l'Union européenne. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. On voit 32% en France, 39% en Espagne, 38% en Italie. C'est pas très bon. Et c'est quelque chose en fait qui se dégrade au fil du temps. Alors, il faut dire que la façon dont la Commission européenne, le Parlement ou même le Conseil européen ont géré la situation était tout sauf cohérent et solidaire. Alors, certains pays comme la Suède ont décidé de faire cavalier seul et de ne pas suivre les consignes de confinement. D'autres pays comme la Hongrie et la Pologne en ont profité pour fermer encore plus leurs frontières et pour restreindre les libertés individuelles. Et puis d'autres pays encore ont gardé pour eux des masques qui étaient destinés à un autre pays. Bon, je ne dirais pas qui c'est, vous le savez. Et en fait, cette crise, elle est venue renforcer les dissensions entre les pays, même s'il y a une unité de façade. Hein, on l'a vu avant-hier avec le discours commun de Angela Merkel et Emmanuel Macron. Donc on espère seulement, et moi j'espère, que ce ne sera pas le dernier clou du cercueil, hein, parce qu'il y a des plus pessimistes disent que voilà, l'Union européenne, c'est fini. Alors, je voudrais revenir à la culture, et ce sera, ne vous inquiétez pas, on arrive encore quelques minutes, et on arrive à la fin pour un échange vraiment entre nous. Je voudrais revenir à la question de la culture, parce que c'est une question qui est pour moi fondamentale. C'est un secteur
qui pèse 47 milliards d'euros et qui emploie 650 000 personnes en France. C'est-à-dire plus que l'industrie automobile, par exemple, ce que la plupart des gens ignorent. C'est aussi un élément essentiel du soft power à la française, et c'est surtout, tout simplement, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est le message véhiculé par les artistes de Station 11, donc, vous vous souvenez, qui vont d'endroit en endroit, de village en village, ou de mini foyer en mini foyer pour porter la parole de Shakespeare. Alors, depuis le 14 mars dernier, c'est toute la vie culturelle qui est arrêtée en France. Cette année, il n'y aura ni Festival de Cannes, ni Festival d'Avignon, ni Vieille Charrue, ni Francophonie, pour ne citer que les plus connus. Alors que la France, d'habitude, ce sont des centaines et des centaines de festivals pendant l'été et évidemment pendant l'année. Les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les lieux d'exposition, tout est fermé et personne ne sait quand ils réouvriront. Et le ministre de la Culture, Franck Driester, ne s'est pas exprimé sur le sujet et n'a fait aucune annonce publique, ce qui est très inquiétant. Or, c'est une question cruciale parce que c'est un secteur qui est très fragile. Et de fait, c'est une année blanche pour la culture dans un pays qui a quand même fait de l'exception culturelle un principe absolu de son identité. Et donc, c'est une catastrophe, aussi bien en termes économiques qu'en termes artistiques. Mais paradoxalement, c'est peut-être cette crise qui va permettre de réfléchir à la façon dont cette culture est consommée. Pour vous donner un exemple, j'étais l'été dernier à Paris, comme d'habitude, pour le programme d'été, donc avec les élèves, les élèves américains du programme d'été de SYA. Et pour la première fois, depuis que je visite le Louvre avec des élèves américains, c'est-à-dire depuis un certain temps, on va dire, nous n'avons pas pu y entrer. Il y avait tout simplement trop de monde et le musée avait décidé de faire entrer en priorité les visiteurs payants. Alors, la personne avec qui j'ai discuté est très très claire. On va faire rentrer les touristes américains et chinois. Et comme ils payent, eux, ils vont. Mais les élèves américains, comme ils étaient plus jeunes, eux ne payant pas, on n'a pas eu le droit d'entrer. En 2019, le Louvre a accueilli 9 600 000 visiteurs, ce qui fait un visiteur toutes les 2 secondes. Est-ce que c'est bien raisonnable? Parce que ce qui est vrai pour le Louvre l'est aussi pour d'autres équipements emblématiques qui ont tendance à étouffer des structures plus petites et moins connues. Et la crise va peut-être permettre au public de découvrir ces lieux exactement comme les touristes français vont redécouvrir la France cet été, puisque les frontières risquent d'être fermées. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs le gouvernement l'a annoncé, cet été il faudra passer ses vacances en France. Moi, personnellement, je trouve ça très bien, puisque beaucoup de gens, en fait, ne connaissent pas le pays. Alors, on arrive à la conclusion. Enfin, la conclusion, c'est même pas une conclusion, c'est quelques mots pour terminer cette présentation, et après, on va ouvrir la discussion, parce que j'ai en fait à peine effleuré quelques-unes des questions qui se posent aujourd'hui sur le monde d'après. J'aurais pu parler de la remise en cause de la mondialisation, et de ses effets négatifs, des appels à refuser le traçage pour protéger les libertés individuelles, comme on le fait dans beaucoup de pays, en Chine, à Taïwan, etc. Ou j'aurais pu parler aussi des vertus du télétravail, et je discute avec beaucoup de gens qui trouvent que finalement c'est pas mal de travailler à la maison, mais d'autres qui disent exactement le contraire. J'aurais pu aussi évoquer la question de l'environnement, parce que tout le monde a pu constater que le monde est plus agréable quand il n'y a pas de circulation automobile et pas de chantier de construction. Ou j'aurais pu aussi poser la question de pourquoi les Américains ont acheté plus d'armes au début de la crise, alors que d'autres pays achetaient du papier toilette. Et ça, ce sera pour une autre discussion. Hein. Mais j'aurais quand même finir cette réflexion en citant l'écrivain espagnol Javier Cercas. Alors je parle sous l'autorité de Marta, hein, qui s'est demandé récemment de quelle œuvre accoucherait le Covid-19.
Parce que d'après lui, la grippe espagnole n'a rien laissé, malgré les 50 millions de morts donc, de cette crise. Alors, je suis curieux de voir quel enseignement les écrivains d'aujourd'hui tireront de cette pandémie et de ses effets. Voilà, et je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai posé une question, moi, Pascal, je peux? Oui, oui, absolument, mais j'essaie de vous retrouver sur mon écran et je vois très peu de monde en fait. Est-ce que c'est normal? Tu dois fermer la fenêtre. Voilà, c'est parce que… Voilà, formidable, la fête. Très bien. Alors, je t'en prie, Mina. Oui, alors moi j'ai une petite question, enfin c'est une question essentielle, mais en même temps je pense qu'on ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais je ne sais pas si les gens ont réfléchi sur ces changements donc, qui ont eu lieu dans le monde du travail, dans les écoles, dans les institutions culturelles. Est-ce que ces changements sont durables? On verra ces changements dans la durée? Est-ce qu'il y a une durabilité là-dessus? Je pense qu'on n'a pas la réponse, mais c'est une question que je me pose. Par rapport, encore une fois, au travail, aux écoles, aux institutions culturelles. Je vais laisser les participants peut-être. Moi, je dirais que c'est d'abord une question politique. Alors, tu vas me dire que c'est normal, c'est un peu mon dada, mais je pense que ce qui s'est passé pendant ces 2 mois en France peut très bien être prolongé s'il y a des décisions politiques. De la même façon que on a pendant 50 ans, on a dit ah ben c'est terrible, il y a des milliers de personnes qui meurent sur les routes tous les ans. Moi, quand j'avais 15-16 ans, c'était 10 000 personnes, 15 000 personnes parfois qui mouraient sur les routes et on disait ah ben c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, un jour, on a dit bah non, on va d'abord mettre des limitations de vitesse et puis après, on va imposer le port de la ceinture de sécurité. Et puis aujourd'hui, on a encore diminué les limitations de vitesse. Donc ce sont des décisions politiques. Et je pourrais donner énormément d'exemples. Je me souviens très bien quand le gouvernement avait annoncé aussi qu'il serait interdit de fumer dans les bars, dans les salles de concert, dans les restaurants. On a dit, mais ça va être la révolution, c'est pas possible, les Français n'accepteront jamais ça. Et la décision a été prise à minuit et le lendemain matin, tout le monde a arrêté de fumer là où c'était interdit et la plupart des gens ont dit c'est formidable, mais il faut que tout le monde le fasse. Pascal, c'est Oui. Douglas. Oui. Bonjour Douglas. Bonjour Pascal. Qu'en pensez-vous de la ville de Paris et les villes? Parce que je crois que j'ai lu qu'un quart de la population de Paris est partie pour le pays. Et on dit sans les transports, sans des autres choses, peut-être des gens ne vont pas retourner. On dit la même chose à New York. Je suis à Connecticut, j'ai abandonné la ville. Je rentre un jour, mais je ne sais pas quand. Qu'en pensez-vous de Paris et qu'est-ce que… Alors, ah ben c'est facile. J'ai un exemple à la maison. Je pourrais montrer mon exemple. C'est ma fille Misty qui est en train de terminer ses études à Sciences Po Paris et qui fait son stage de fin d'études au musée d'Orsay et à l'Orangerie. Et en fait, elle est rentrée tout de suite à Rennes dès que l'annonce du confinement a été annoncée, parce qu'elle savait qu'elle serait bloquée à Paris. Et quand on vit dans un petit studio, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller au cinéma, qu'on ne peut pas aller dans les bars, etc., qu'on n'a pas de jardin, et ben, le réflexe, c'est de partir. Et c'est vrai, beaucoup de gens ont quitté Paris. Et Misty ne reviendra pas tant que, en particulier, les transports n'auront pas été rétablis
complètement, parce que pour l'instant, c'est strict. Il y a des limites, il y a des limites en termes d'heures, il y a des limites en termes de raisons pour lesquelles on peut prendre les transports. Et elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Ses amis qui sont à Paris et qui, eux, sont restés à Paris et qui ont continué à travailler pour beaucoup de raisons, ne prennent pas les transports en commun parce qu'ils ont peur. Donc, ils ont décidé de marcher. Enfin, ils marchaient déjà et ils prennent leur vélo. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va probablement rester parce que Anne Hidalgo est en train de profiter de la crise, et elle a raison, pour imposer des pistes cyclables partout dans la ville. La rue de Rivoli va avoir un couloir dédié au vélo. La rue de Rivoli, mais c'est extraordinaire. Et donc, moi, je crois beaucoup aux masses critiques et que les choses changent quand on est très nombreux à adopter le même comportement. Alors au début, si on porte un casque et qu'on est le seul à porter un casque, on se dit qu'on est peut-être ridicule, mais quand tout le monde porte un casque, eh bien, on n'est pas ridicule du tout et on ne l'était pas, même en le portant tout seul. Donc, pour répondre à la question, oui, beaucoup de Parisiens n'ont pas regagné Paris et sont encore dans leur résidence secondaire, ce qui crée beaucoup de conflits dans certaines régions. Il y a, et c'est assez intéressant de voir les réactions, beaucoup de réactions très violentes en direction des Parisiens. Alors, le Parisien, c'est tout simplement celui qui vient d'ailleurs, hein. C'est parfois un Parisien, souvent un Parisien, mais moi, je suis un Parisien si je vais à Marseille, parce que je suis un touriste pour les Marseillais. Donc, il y a des réactions très, très violentes et des conflits dans beaucoup de régions. Suzanne, are we connected here? Say that one again? Are we connected here? Yes. Okay, good. Carl, j'ai une petite question à vous poser. Je m'appelle Takis et je suis en contact régulier, presque quotidien, avec des amis et ma famille SYA en France. Et donc, un des statistiques qui est sorti, c'est que 1 sur 4 restaurants vont fermer à Paris. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué de répondre à cette question et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut surtout pas faire de prédictions. En fait, ça va être très variable. C'est possible et ce sera même peut-être plus que ça. Mais peut-être que Paris va s'en sortir mieux que d'autres villes parce que Paris, tout simplement, c'est la première ville visitée par… il ne faut pas oublier qu'il y a 80 millions de visiteurs par an en France, 80 millions, c'est-à-dire plus que la population de la France entière. Et la plupart de ces visiteurs vont au moins à Paris, pour certains d'entre eux sur la Côte d'Azur, à Euro Disney, peut-être au Mont-Saint-Michel. Mais Paris va certainement conserver une bonne partie de sa clientèle. Et comme c'est une très grande ville, il y aura ce qu'on appelle une clientèle captive. Je m'inquiète davantage pour les plus petites villes, pour les communes, je sais qu'il y a déjà, même à Rennes, il y a déjà des restaurants qui ont fermé. Parce que, et je lisais l'autre jour un article, c'est un restaurant, le meilleur restaurant italien de Rennes, qui n'est pas à Rennes, qui est à l'extérieur de Rennes, à la Mézières, et qui dit, notre Mina le connaît, hein, Il Toscano, et le propriétaire dit, moi je n'ai pas ouvert un restaurant pour mettre du plexiglas, pour mettre des barrières, pour séparer les gens, pour le restaurant, c'est un plaisir. Et en France en particulier, si on commence à mettre des gens dans des compartiments, je pense que la plupart des gens ne vont pas y retourner. En revanche, et ça c'est l'une des questions intéressantes, c'est
est-ce que toutes les habitudes qui ont été prises de drive, par exemple, ou de livraison à la maison, vont se maintenir? Et je pense que oui, parce que tous les chiffres montrent que c'est en augmentation constante et que finalement, j'écoutais un économiste l'autre jour qui a dit c'était exactement ce qu'il fallait pour certaines entreprises qui vont maintenant rester sur ce créneau et le développer. Est-ce que je peux vous poser une deuxième petite question et ça revient à tout ce que vous venez de dire, c'est qu'on n'a pas parlé du tourisme international. Et donc, par exemple, quand vous parlez du fait qu'il y a presque un million de visiteurs au Louvre, moi, par exemple, je sais qu'il y a des pays comme la Grèce qui ne vont pas permettre des touristes de certains pays de revenir cette année. Les pays qui ont été le plus infectés, ils vont limiter ça. Donc, je me demande, Paris, par exemple, étant la ville la plus visitée du monde, je crois qu'il y a 60 millions de touristes, comment ça va toucher l'économie globalement? Ça va être une catastrophe et on le sait déjà. Il y a des prévisions économiques qui ne sont pas bonnes. Et on sait que beaucoup de gens vont perdre leur travail dans ce domaine, dans ce secteur, comme dans d'autres secteurs. Alors après, il faut… we need to buy the bullet. Et le problème, c'est est-ce que l'on pourra repartir? Il y a les restaurants pour revenir à votre exemple des restaurants, les restaurants qui vont survivre sont ceux qui ont, comme on dit en français, les reins les plus solides. C'est-à-dire ceux qui peuvent dire, c'est bon, on n'ouvre pas pendant 6 mois, on n'ouvre pas pendant 1 an, c'est pas un problème. Si je fais un parallèle, par exemple, avec les vins de Bourgogne, moi j'ai discuté avec des viticulteurs de Bourgogne qui, une année, avaient de la grêle, donc pas de récolte. La deuxième année, du froid et de la pluie, pas de récolte. Et ils disaient, c'est pas grave, parce qu'avec ce que l'on a et le prix auquel on va vendre les vins de Bourgogne après, on va rattraper ces mauvaises années. Mais tout le monde ne fait pas de Bourgogne. Et tout le monde n'a pas un restaurant 3 étoiles. Pascal, je peux vous poser une question, c'est Jamie Broderick, 71. Oh là! Qu'est-ce que ça veut dire, oh là? Oh, rien du tout. Je suis encore en vie. Non, c'est pas ça. Je voulais dire simplement, je n'étais pas encore là. Oui, je sais. Je vous parle de Londres. Très bien. La question est, quelle est l'idée dominante en France? Est-ce que c'est le retour au normal ou c'est reconstruire en mieux? Que diriez-vous? Je pense que tout dépend de la personne à qui vous posez la question. Ce qui est intéressant, ça fait maintenant 1 semaine que l'on a commencé le déconfinement. Et ce que l'on observe, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont pris des habitudes, bonnes ou mauvaises, et qui vont les conserver. Ça va certainement changer des choses très concrètement. Là, on peut parler du télétravail. Je peux vous donner un exemple. L'une de mes nièces qui travaille habituellement à 50 km de chez elle, elle sait qu'elle sera en télétravail jusqu'au mois de septembre prochain, peut-être jusqu'au mois d'octobre. Et en fait, on leur a déjà dit qu'il était possible que leur travail soit désormais uniquement en télétravail, avec peut-être de temps en temps une réunion. Et ça, c'est une certitude. Donc ça, c'est quelque chose qui va certainement s'installer. Après, le sentiment, il y a eu le premier jour du déconfinement, je suis sorti sur mon vélo. J'avais besoin de respirer parce que pendant 2 mois, on avait le droit de sortir pendant 1 heure et pas à plus d'1 kilomètre de chez soi. Et ce qui est très intéressant parce que je pensais que je connaissais mon quartier par cœur, mais j'ai découvert de nouvelles façades, des jardins. Et je suis allé jusqu'au centre-ville et j'ai fait demi-tour parce que j'ai été horrifié.
la rue principale, la rue Le Bastard, était noire de monde. Noire de monde. Il paraît que ça s'est calmé après. Mais c'est très facile de reprendre les habitudes. En fait, c'est très facile de reprendre des routines. Et il y a une telle injonction économique, c'est il faut non seulement travailler, mais il faut dépenser, j'ai envie de dire, pour faire repartir la machine économique, que je ne voudrais pas être à la place, je parle uniquement de la France, je ne voudrais pas être à la place du président de la République et du Premier ministre, parce qu'ils vont être confrontés à plusieurs crises simultanées. Parce qu'on sait que le chômage va augmenter, on sait que des gens vont perdre leur travail, on sait que des secteurs vont se transformer complètement, c'est déjà le cas. Ils vont devoir prendre des mesures impopulaires. Et comme disait Freud, vous connaissez bien cette anecdote, hein, une mère lui disait « mais qu'est-ce que je dois faire avec mon fils ?» Et il disait bah, « de toute façon, que vous fassiez d'une façon ou d'une autre, vous aurez toujours tort. » Et je pense que c'est un peu la situation dans laquelle va se retrouver le gouvernement au sortir de cette crise. D'autant plus qu'on avance vraiment pratiquement au jour le jour. Et il y a des dates qui sont annoncées, puis qui sont revues. Et donc, moi, je ne me prononcerai pas. J'ai dit en début qu'il ne faut pas faire de prédiction, il faut regarder. Il faut regarder concrètement ce qui se passe aujourd'hui et je reviendrai à ma volonté politique. Ce qui se passera dépendra aussi beaucoup de la volonté politique des gouvernements en place, mais à tous les niveaux. Et ce que je vois, et c'est un signe très positif pour moi, c'est qu'en ce moment, au niveau local, on est en train de reprendre du pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Et j'ai cru voir que Santo avait une question. J'ai une petite question. Je veux dire merci pour la présentation. Mon question, c'est qu'est-ce que la situation en France avec l'école, spécialement politiquement, avec comme l'université, parce que je sais que les grandes écoles comme Sciences Po, il y a un plan pour l'automne. C'est comme un dual campus, mais pour l'autre université, qu'est-ce que la situation? Alors, j'ai presque envie d'utiliser un terme assez vulgaire, mais je dirais « it's a mess ». En fait, bah là encore, hein, moi j'aime bien utiliser des exemples très concrets parce que c'est comme ça quand même qu'on peut comprendre plus facilement la situation. J'ai deux filles, donc l'une qui termine ses études à Sciences Po et l'autre qui est à Grenoble et qui fait un double cursus droit et chinois. Et bien ces deux universités, enfin cette grande école et cette université, disent des choses complètement différentes. Et l'université de Rennes dit exactement le contraire de l'université de Grenoble. Et l'université de Lille ne dit pas la même chose que l'université de Lyon. Donc ce sont des messages complètement contradictoires et qui, dans la plupart des cas, sont liés à la situation locale. Et en fait, on sait, à Rennes 2, par exemple, l'université pour laquelle je travaille aussi, j'ai appris complètement par hasard, l'autre jour, dans une discussion avec un ami, eh ben, que je ne travaillerai pas à l'université à la rentrée. Je n'étais pas au courant. Ça n'a pas été annoncé et je me demande quand ils vont l'annoncer officiellement. Donc, la situation alors, des écoles, des collèges, des lycées, des universités est complètement différente selon les niveaux. Par exemple, le gouvernement a dit on va rouvrir les écoles. Quand je dis les écoles, c'est les écoles primaires. Mais certaines communes ont ouvert les écoles, d'autres communes ne les ont pas ouvertes. Certaines communes ont respecté toutes les exigences, d'autres écoles ont dit on ne peut pas, tout simplement, c'est trop compliqué techniquement. Et on est en train de se rendre compte, je connais beaucoup de monde dans le milieu de l'éducation, beaucoup de professeurs, d'instituteurs, et ils disent mais tout simplement on ne peut pas appliquer les règles qui ont été décidées par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation nationale. Ou si on applique les règles,
il faut qu'on soit, au lieu d'être un professeur, il faut qu'il y ait 10 professeurs. Parce qu'il faut faire attendre les élèves, il faut les séparer, il faut, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est extrêmement complexe. Donc, il y a là aussi des conflits d'intérêts. J'ai envie de dire que il y a eu ce qu'on appelle des arbitrages, voilà, et que probablement le ministère de l'économie a dit il faut faire repartir l'école, parce que si l'école ne reprend pas, beaucoup de parents ne pourront pas reprendre leur travail. Et de fait, si vous avez des enfants qui vont à l'école et si les enfants ont repris l'école, vous ne pouvez pas rester à la maison. Vous devez reprendre votre travail, sauf s'il y a des conditions contraires. Non, mais là, il faut you need to make a case. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il n'y a pas de réponse unanime et universelle. Et Santo, je ne t'ai pas oublié. Oui. Voilà. Merci. Alors, merci Pascal pour tout ce que tu as dit. Je te vais poser une question, pas à propos du futur, mais à propos du présent, maintenant, en France. Tu as dit qu'on a eu beaucoup de problèmes avec la crise, mais aussi des gens ont découvert des choses positives. C'est ça? Alors, oui. Aujourd'hui, dans le débat, dans les journaux, la télévision, les gens que tu connais, en France, c'est l'optimisme ou le pessimisme qui est plus présent? Ou est-ce qu'il y a un pourcentage, est-ce que tu peux redire 60, 40? Il y a beaucoup de gens en Italie, par exemple, qui voient la crise, entre guillemets, comme une opportunité, non, pour changer des choses, la pollution et tout ça. En France, aujourd'hui, quel pourcentage d'opinion tu vois? 47,5 de positif. Non, je plaisante. Tu as dit en fait, tu as dit, les gens pensent en Italie que c'est une opportunité. C'est exactement. Non, pas tout le monde, hein, mais il y a des gens. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est un moment, it's a tipping point, que c'est un moment et qu'on ne doit pas se tromper. Mais ça n'est pas parce qu'on espère ça, parce qu'on veut être optimiste par rapport à cette situation, que la décision ou les décisions vont être prises. J'ai écouté, vous connaissez certainement Nicolas Hulot. Alors Nicolas Hulot, qui a été ministre de l'Environnement du gouvernement Philippe, donc nommé par le président de la République, et qui a quitté le gouvernement, d'ailleurs sans prévenir le gouvernement, ce qui ne se fait jamais parce qu'il voulait vraiment envoyer un message très clair et dire en direct, il a dit en direct à la radio, et les journalistes qui étaient avec lui ont dit « mais vous plaisantez ?» Et il a dit « non, non, je ne plaisante pas, je démissionne. Et voilà pourquoi je démissionne. » Et je l'ai écouté l'autre jour et il disait « on va voir maintenant si vraiment le gouvernement a compris qu'il y avait des décisions majeures à prendre dans le domaine de l'environnement, ou si le gouvernement va utiliser la crise et le contexte pour, au contraire, mettre ça de côté en disant « ce n'est pas une priorité ». Et comme je disais tout à l'heure, en introduction de la discussion, je pense que vraiment, il faut se détacher de cette situation, la regarder objectivement et utiliser de nouveaux outils. Parce que sinon, on dira toujours « ça n'est pas le moment ». Et je vais revenir à ma fille, Misty, qui est spécialisée, puisqu'elle a fait, donc elle est à Sciences Po, mais elle a fait aussi l'université Pierre et Marie Curie, donc elle a une double casquette, scientifique et politique, et elle fait son stage en télétravail maintenant, au musée d'Orsay et à l'Orangerie, pour travailler sur le développement durable. Par exemple, un exemple très très concret, qu'est-ce que l'on fait quand par exemple l'Italie, très généreusement, prête à la France et au musée du Louvre en particulier,
des tableaux, des œuvres pour l'exposition donc, qui a eu lieu cette année. Hein. Comment ça se passe? Il faut mettre dans des cartons, il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas abîmé, etc. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ma fille et je pensais, moi, naïvement, que tout le matériel était réutilisé, recyclé. Pas du tout. C'est jeté. Parce qu'en fait, la logique, c'est une logique économique. C'est mieux de tout jeter parce que comme ça, on est obligé de reconstruire. Et en reconstruisant, on donne du travail. Mais on pourrait dire, ben non, on peut recycler. On va réutiliser ce matériel ou on peut réfléchir avant à la façon dont on va convoyer les œuvres, on va les acheminer, trouver d'autres solutions, être inventif. Et comme ça, on crée du travail, on crée des emplois, mais on ne détruit pas la planète en même temps. Donc, pour moi, c'est vraiment la question essentielle qui se pose aujourd'hui. Parce que si la réponse est il faut absolument donner des permis d'exploitation du gaz de schiste, ben c'est qu'on n'a pas compris. De la même façon, si on n'a pas compris que l'hôpital a besoin d'être aidé, l'hôpital public, on n'a pas compris. Moi, je connais beaucoup de gens à l'hôpital public, ils sont en burn-out total. Et ils vont quitter l'hôpital si le gouvernement ne va pas au bout de sa logique. Parce qu'après, c'est uniquement des discours. Voilà. Donc, tu remarqueras que je suis très prudent, Santo. Pour moi, optimiste et pessimiste aujourd'hui ne veut rien dire. Dans le sens où si ça veut dire quelque chose. Je pense que c'est d'abord être réaliste, pragmatique, concret et, encore une fois, quelles décisions politiques vont être prises à tous les niveaux. Et aussi bien du gouvernement que peut-être qu'on va vraiment mettre en place une décentralisation, une vraie décentralisation. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Martha qui a posé la question tout à l'heure sur l'école, oui. Et il faut quand même savoir qu'en France, le ministre de l'Éducation nationale est responsable des professeurs, des programmes, de l'ensemble du système, ce qui est le plus important en fait, hein, parce que quand on décide ce que l'on va étudier, comment on va l'étudier et quels professeurs vont enseigner ici ou là, c'est quand même essentiel. Mais la commune est responsable du matériel et des bâtiments. Donc, en fait, encore une fois, le gouvernement a dit, le ministre de l'Éducation nationale a dit, on va ouvrir. Et les communes, les maires, vous êtes responsables. C'est vous qui devez mettre en place faire appliquer les règles que nous avons décidées. L'une de mes sœurs est maire. C'est un peu compliqué, hein, ma sœur est maire. Bon, vous avez compris, c'était un jeu de mots. Et ma sœur m'a dit, mais je ne sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, on n'a pas les moyens. Le gouvernement nous dit, vous devez faire ça, mais ne nous donne pas les moyens. C'est ce qu'on appelle un marché de dupes. Donc, voilà, je vous dis, je vous laisse mettre en place les décisions que nous avons prises, mais nous ne vous donnons pas d'argent. Et ça, c'est une catastrophe. Et c'est la décentralisation à la française, parce qu'on n'a pas voulu aller assez loin. Alors encore une fois, c'est un point de vue. Certains demandent plus de centralisation, d'autres demandent plus de décentralisation. Et moi, je dis tout le temps, il faut l'un ou l'autre. Je pense que les anciens élèves que je vois là se souviennent que j'ai souvent dit, on ne peut pas être au milieu du gué, hein, le gué de Ford. When you cross the river, you cannot stop in the middle. You have to go de l'autre côté ou revenir en arrière. Et j'ai l'impression que on fait ça en permanence en France. Pardon.
So Sarah asked a question, and I'm not sure if it's been answered since my French is really, really bad. I probably shouldn't be the one to ask the question because my French is really, really bad. But I'd be happy to try to pose it to you. Comment poursuivre? I can read it if it's Oh, better. please do. I can understand what you're asking though, so I get the gist of it, but Aussi, c'est plus facile de l'écrire parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué le français. Mais bon, d'abord, merci Pascal beaucoup. Je me demande un peu comment poursuivre les échanges culturels comme SYA et l'éducation internationale qui est très important. Alors que les frontières sont fermées, c'est plus difficile de voyager et les pays plutôt sont un peu plus focalisés, concentrés sur leur propre pays. C'est ma question. Oh là, alors là, je vais peut-être que je devrais laisser d'autres personnes répondre à ma place. C'est-à-dire, si je comprends bien ta question, c'est comment ça va impacter, c'est ça? SYA et tout. Oui, les échanges, ce qu'on a appris à SYA, comment faire les échanges entre les pays. Ben écoute, je vais répondre encore, tiens, je vais encore donner un exemple personnel. Ma deuxième fille, Zelda, donc qui a passé une année à Beijing avec SYA, doit passer l'année prochaine à Taïwan. Elle devait partir au mois d'août et rentrer au mois d'août, donc 2021. Nous ne savons absolument pas si ce sera possible. Nous n'avons pas de réponse parce que, d'une part, l'université de Grenoble n'a pas pris de décision et l'université de Taïwan ou de Taipei, où elle devrait aller, dit qu'elle attend la réponse de Grenoble et que de toute façon, ils ne savent pas si les frontières seront ouvertes. Donc, short answer to a very complex question. Hein. Et ton français est très bien, hein, Sarah, il n'y a pas de problème. En fait, on n'en sait rien. Pour l'instant, on ne sait pas à quel point tous ces programmes vont être affectés, mais ils vont être affectés très sérieusement et très gravement. Une bonne partie de ces programmes, tout simplement, n'auront pas lieu. Et les modèles de substitution, pour moi, sont absurdes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des universités qui ont dit « Vous ne partirez pas, mais vous suivrez vos cours par online. What's the point? Si on décide d'aller à Taipei ou avec SYA en Espagne, en Chine ou en France, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a envie de vivre l'expérience sur place, parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est fondamental. Et suivre uniquement des cours en ligne, on peut le faire sans quitter le pays, c'est le principe. Donc, je pense que c'est trop tôt pour se prononcer, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts sur le champ de bataille et que ça va obliger aussi tous les programmes internationaux à réfléchir à leur fonctionnement, à être créatifs, imaginatifs et à trouver des solutions qui soient viables et intéressantes. Susan, do you have other questions from the floor? there are no other questions from the floor unless anybody else would like to chime in. Okay, so just a quick thank you, Pascal, for your presentation today. I hope everybody enjoyed it. It was great to at least see the interaction and understand just a tiny little bit of it. And thank you to everyone for joining today. We've just posted a link in the chat feature if you'd like to take a short survey now. We'd love to hear your feedback.
We'll also be following up by email too, as well as sharing Pascal's contact information if you'd like to continue conversation with him following the presentation. So thank you again, everybody, for joining us today. We look forward to sharing more webinars with you in the future. And if anybody would like to stay on the Zoom and continue conversation with Pascal now, he'll be on for another 10 minutes or so. Et je voulais dire, Suzanne, parce que j'ai vu, this is really overwhelming. C'est comme le 50e anniversaire où moi j'ai été très très frustré parce que j'ai vu beaucoup de monde et je n'ai vu personne. Et je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment, ça c'est un moment vraiment unique, je trouve. C'est que s'il y a seulement ça qui reste du confinement et de la crise, le fait de voir autant d'anciens élèves, de voir autant de visages familiers qui n'ont pas changé, hein, qui sont toujours aussi jeunes et aussi beaux, ça c'est extraordinaire. Et j'espère que ça va me permettre, because I'm a really lousy correspondent, de reprendre le contact avec tous ceux qui veulent, n'importe quand, pas nécessairement cette nuit, mais à un autre moment. Et surtout de ne pas rompre le programme. Je vois Rosemary, là, je vois bien, hein, Rosemary, hein, et je vois Elisabeth, hein, je vois donc Sarah, Ivy, hein, Isabelle, etc. Anne, bon, Anne a une très jolie chaise. Mais voilà, ça, je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment important. Oui. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Merci, Thank you very Pascal. much. All right. Merci. Au revoir. Merci à tous.